Oui, bien bonjour. Merci à Lionel d'avoir accepté notre invitation. Alors, je rappelle un peu le cadre. Effectivement, on avait prévu avec Lionel que la rencontre, évidemment, au moment où on avait pris le rendez-vous, se ferait avec du public. Et pour les raisons que l'on connaît tous, des raisons sanitaires, on ne peut pas faire cette rencontre en public. Et donc, on a décidé d'enregistrer cette rencontre. Alors, cette rencontre, elle se passe dans le cadre aussi du Printemps des Poètes, qui se déroule en ce moment et qui a pour thème cette année le désir. Alors bon, Lionel Bourg, il est là parce qu'il a une actualité sur Victor Hugo, parce qu'il a un livre qui est sorti aux éditions Le Réalgard. Alors je rappelle aussi les éditions Le Réalgard, c'est une maison d'édition stéphanoise très intéressante, qui a un catalogue maintenant très fourni, très intéressant, et je recommande à tous les lecteurs de poésie, mais pas que, de se plonger dans le catalogue de Réalgard et d'aller voir la multitude de titres et de titres très intéressants. Et par rapport aussi aux éditions Le Réalgard, je souligne aussi que Lionel Bourg a une collection au Réalgard qui s'appelle L'Or Piment et qui est plus consacrée à la poésie. Hein. Oui, c'est une collection ouverte à la poésie, Ouverte à la poésie. dans sa forme habituelle, disons, mais à l'accueil des proses aussi. Tout à fait, voilà, c'est ça. Mais tout sauf du roman ou du récit même. Du récit. Hein. Donc voilà. Alors peut-être pour présenter Lionel Bourg qu'on ne présente plus beaucoup, notamment au public, peut-être au public stéphanois, simplement pour dire qu'il a une œuvre considérable maintenant, une œuvre quand on regarde son catalogue, c'est impressionnant le nombre de titres qu'il y a. Je n'ai pas compté, mais ça faisait 2 grandes colonnes, j'ai regardé et donc je me suis dit non, j'ai même pas l'envie de compter, mais une œuvre donc considérable, une œuvre avec beaucoup de, comment dirais-je, ce qui est intéressant avec Lionel Bourg, c'est une œuvre aussi avec beaucoup de partis pris, qui sont à la fois des partis pris, j'allais dire des positions politiques, mais aussi des positions sur la littérature. Hein, une grande exigence par rapport à la question du style, de la forme, de la littérature en général. Alors je ne vais pas énumérer tous les titres et simplement dire que là aussi, le dernier titre paru, c'était celui qui était paru chez Quidam. Oui, c'est là que j'ai vécu. C'est là que j'ai vécu, pour lequel vous avez reçu Oui. le prix, Lucien Neuwirth. C'était il y a 2 ans maintenant, hein, c'était ça. Un an, Ah non, en 2019. un an et demi. Ah oui, Oui. hein, en Bon. 2019. Depuis est sortie une réédition d'un livre que j'avais écrit à propos de la peinture de Paul Rebérol. Paul Rebérol. Et ça vient de sortir chez Fario. Alors, il est ici présent pour parler d'un désir qui est partagé par beaucoup, pour parler de Victor Hugo. Et le titre donc de ce livre qui paraît donc aux éditions Réalgard s'appelle Victor Hugo, bien sûr. Et on verra aussi pourquoi ce titre-là. Alors, Victor Hugo, bien sûr, c'est un livre d'une centaine de pages, un peu moins de 100 pages, et c'est un livre qui parle en fait à la fois de l'œuvre de Victor Hugo, de l'homme Victor Hugo, de celui qui a pris parti, qui a eu des positions politiques, et aussi de l'homme, de l'écrivain, et puis aussi des rapports qui ont été tissés entre Lionel, depuis très, très jeune, puisque c'est presque pour moyen que vous découvrez. Oh, On va. allez. Oui, on va prendre le tutoiement, ce sera plus facile parce que je sens que je ne vais pas tenir la distance. Et donc c'est à la fois les souvenirs, l'étude aujourd'hui actuelle du poète, et puis les souvenirs que ce poète a engendré, à tisser avec tout au long de sa vie. Alors, là, simplement, peut-être la première question, c'est une question toute simple, c'est pourquoi Victor Hugo, pourquoi peut-être maintenant, et voilà. Alors pourquoi Victor Hugo? Donc on peut revenir au titre. Hein. Victor Hugo, bien sûr, qui reprend ou qui répond un peu ironiquement à la phrase d'André Gide, qui avait dit Victor Hugo, hélas, quand on lui demandait quel était le plus grand poète français. Ce qu'il ne faut peut-être pas prendre non plus au pied de la lettre. Tout ça aussi relève parfois un peu de la pose. Mais donc moi, Victor Hugo, en fait, je suis comme beaucoup de gens, beaucoup de personnes, je crois, c'est qu'on a une telle image de Victor Hugo, monumentale, Oui. qui vient souvent de l'école primaire où on a appris quelques dizaines de vers, chaque fois, toujours les mêmes, Waterloo, Morne-Plaine. Et
Et puis c'est Notre-Dame de Paris, que pas grand monde a lu, c'est Les Misérables, que pas grand monde a lu en entier, et ainsi de suite. Bon. Et tout ça masque totalement, ou presque, qui a été Victor Hugo en tant qu'écrivain. Un écrivain presque absolu, et qui a exploré tous les domaines de la prose, du vers, et qui a été dans ce registre-là une sorte de précurseur, parce que je crois qu'il anticipe en grande partie toute une part de la poésie contemporaine. Il anticipe le surréalisme, il anticipe des poètes comme René Char. Et en même temps, pour paraphraser notre président, donc en même temps, c'est une personne très contradictoire. Bon, ses engagements sont très contradictoires. Il passe de la droite monarchique à monarchiste, après il devient plus ou moins républicain, après il devient socialiste. Bon, c'est l'un des rares à demander l'amnistie des communards, puisque maintenant tout le monde se découvre communard, à ma grande stupéfaction. Alors là, je suis très très étonné, je fais une petite aparté. J'entends tous les jours la commune, vive la commune, tout ça par des gens qui sont les dignes descendants des Versaillais. Ces gens-là auraient tué et tueraient encore gaiement tout insurgé, mais maintenant ils vont nous faire l'apologie de la commune. Enfin bon, restons calmes. Et donc, Hugo a été quand même assez correct. Bon, c'est l'un des rares auteurs qui n'est pas antisémite, parce qu'à l'époque, au XIXe siècle, c'est une donnée relativement rare. Et puis, bon, c'est un ogre. C'est un monstre. Or, le monstre nous a dissimulé beaucoup de choses. Je suis un peu long, je vais te laisser la parole. Oui, alors ce que je tiens à souligner, c'est vrai que quand on lit ton livre, et moi c'est toujours très intéressant de lire les livres de Lionel, c'est qu'à la fois on est toujours à la fois sur l'histoire littéraire, et puis l'histoire littéraire, l'histoire des idées, et puis aussi sur la volonté aussi d'afficher aussi une écriture très soutenue par rapport à ce que tu écris et le propos même que tu entretiens dans tes livres. Et donc, moi, ce que je voulais dire, qu'est-ce qu'il y a tu viens un peu de l'ébaucher, mais on a reproché beaucoup de choses, effectivement, à Victor Hugo, le fait qu'il a écrit, peut-être beaucoup trop écrit. Qu'est-ce que toi, tu penses par rapport à cette œuvre, effectivement, comme tu as dit, qui est grande, qui est profuse, qui va dans tous les sens. Et il y a beaucoup de gens qui disent, finalement, quand on regarde un peu les critiques littéraires, finalement, sur 10 vers de Victor Hugo, il y en a 9 qui sont achetés, et puis un qui est extraordinaire et qui vient racheter tout le reste. Alors, on peut le considérer de cette façon. Hugo a tellement écrit, en poésie c'est colossal, oui, c'est des dizaines de milliers de vers. Alors on sait très bien qu'il lui arrivait de noter les rimes d'avance, quoi. Bon, et puis après il remplissait. Mais au milieu de ce torrent, de ce fleuve immense, bon, voilà, c'est un fleuve qui charrie des scories, de la boue et des merveilles. Donc je crois qu'on ne peut pas faire l'un sans l'autre. On peut lui reprocher, il aurait dû faire les choix, etc. Je crois qu'il n'avait pas le temps. Hein. Voilà. Et dans sa prose, c'est un peu la même chose. Et bon, moi je trouve, comme auteur, alors c'est vrai, tu rappelais que j'ai une certaine exigence quant à la qualité d'écriture, au rythme, au choix des phrases, etc. Et des mots aussi. Et des mots. Et bon, Hugo était un fou des mots. Oui. Et il suffit de lire certaines choses. Ce sont le lexique. Bon, quand j'ai lu Les Travailleurs de la mer, que j'ai lu il n'y a pas si longtemps, hein, parce que bon, Hugo, il y a un lexique. Bon, des animaux marins, des phases, des tempêtes, des marées, des bateaux. Il y a un lexique étourdissant. Parce que, bon, il fait Les Travailleurs de la mer, donc il va piocher le lexique. Parce qu'en même temps, Hugo, on dit, ouais, il allait vite, etc. Mais c'est un énorme travailleur. C'est hallucinant aussi. Les heures de travail comme ça. Plus une mémoire colossale, paraît-il, ce que je veux bien croire. Et je raccroche à quelque chose, c'est que, oui, Hugo, je disais tout à l'heure, il y a le monument Hugo nous cache Hugo.
Et pour moi, le premier, parce que quand j'ai commencé à écrire, parce que bon, peut-être tu veux me poser la question Oui, aussi. bien sûr. Oui, non, Alors non, mais j'y réponds. oui, j'allais la répondre. Non, vas-y, vas-y. Non, non, mais c'est quand on pense effectivement à Hugo, finalement, c'est un mur, Hugo. Et on ne sait pas par quel bout par quel bout attraper le mur, justement, monter sur ce mur. Parce que moi-même, je me dis, mais des moments, c'est des œuvres tellement importantes, tellement grandes, dans tous les sens, le roman, et que finalement, on ne sait pas vraiment par quoi l'attraper. Et effectivement, comme tu disais, l'homme, la figure de Hugo, ce qu'il en reste, en tout cas, finalement cache effectivement l'œuvre. Et donc effectivement, moi la question que je me pose, c'est pourquoi ce regain aussi de Hugo? Parce que finalement, Hugo aussi a été, il a passé quand même quelques années où il était moins lu, moins apprécié. D'ailleurs, je me rappelle que moi, je ne l'ai jamais étudié en classe, alors que, en tout cas en première, l'année où on passe le bac, et que maintenant, il est de nouveau réétudié. Je me dis qu'il y a quelque chose, ça correspond certainement à un moment de notre histoire, peut-être histoire nationale, histoire... Il y a un besoin, Hugo. C'est-à-dire oui, qu'il y a une telle ambiguïté avec Hugo. Hugo a été l'auteur de la Troisième République. oui. Bon. Il a été sacralisé, de manière laïque, mais sacralisé quand même. Et il a servi de paravent à toutes les abjections qu'on commettait à l'époque. Oui. Parce qu'on en a commis pas mal, Oui. les guerres coloniales, etc. Oui, bien sûr. Mais Hugo, voilà, sauvait tout le monde. Et quand on a besoin de maquiller un petit peu les situations, on ressort Hugo. Mais une façade d'Hugo. Alors que si on lit Hugo, mais nos donneurs d'ordre, mais ils devraient disparaître sous terre, aller se cacher dans le trou à rats dont ils sont à peine sortis. Parce que c'est sidérant ce que Hugo peut dire parfois avec une extrême virulence. Et ça est occulté par le côté grand-père aussi. Oui, le fameux l'art de Ah, grand-père. avec ses petits-enfants, il Oui, était oui, gentil. sa barbe blanche. La barbe blanche, d'ailleurs on le représente qu'avec sa barbe. Barbe, oui, on ne le représente plus du tout jeune. D'ailleurs, jeune, il a la gueule beaucoup plus sévère, Oui. il fait moins sympa. Quoi. Oui, oui, Là, la barbe blanche, les cheveux blancs, un petit enfant sur le genou gauche, sur le genou droit, et voilà, c'est le père de la nation. Bien sûr. Donc on a fabriqué cet émail. Il y a prêté, hein, parce Oui, que oui. quand il recevait les enfants chez lui, les enfants pauvres qu'il nourrissait, etc., il savait très bien, parce que c'est un homme de communication. c'est un homme de communication, qui est un homme de presse, qui a toujours su agiter, y compris les gens qui se moquaient de lui, ou les caricaturistes, par exemple, qui faisaient des caricatures. Oui, il y a tout un livre sur les caricatures. Mais tu en parles très bien à un moment dans le livre. Il était très content. À la limite, il les poussait. Parfois, c'était ses copains. Et donc, il a très très bien compris tout le système. C'était lié aussi au théâtre. Parce qu'on oublie ça aussi. Quand on s'occupait de théâtre, il fallait faire manœuvrer la vox populi. Quoi. Enfin, donc, il savait très très bien faire ça. C'était un battleur aussi. Mais ce que je voulais dire, c'est que pour accéder à ça, il faut un jour se dire, mais moi, j'avais étudié un petit peu Hugo. Voilà, c'est ça. C'était, la question que je voulais, c'est comment tu es venu à étudier Hugo? Parce Alors, que moi, j'avais appris des choses d'Hugo à l'école primaire, ça m'avait marqué, parce que les Alexandrins tombaient comme ça en cascade, et je devais être déjà fasciné comme ces gamins, comme je le dis souvent. J'étais dans mon coin, je disais rien, je parlais pas, les mots, ils se circulaient à l'intérieur de la tête. Alors c'était le silence à l'extérieur, mais là-dedans, ça ronflait. Donc, et Hugo, pour ronfler, il ronflait. Hein. Donc, ça va. Après, je suis allé au lycée, bon, je suis passé... Les poètes, c'était Rimbaud, c'était Mallarmé, c'était Baudelaire. Après, ça a été Apollinaire, les surréalistes, etc. Donc Hugo, je l'ai un peu dédaigné, naturellement, comme tout adolescent qui se respecte. Hugo, vieille barbe, justement, vieille barbe nationale, aucun intérêt, etc. Bon. Puis en même temps, il y a des trucs qui... J'avais jamais lu Les Misérables, par exemple. J'avais vu les films. Ah oui, tu en parles dans le mais livre. c'est vrai que l'image de Gavroche, par exemple, mourant au pied des barricades, ça m'avait toujours touché, etc. Même si Les Misérables sont un livre ambigu, parce que ce pauvre Jean Valjean qui est
qui a repris de justice, devient un notable. Un notable, oui, et donc, tout à fait. pour être sauvé, il faut devenir notable. Et ça, c'est Hugo, parce que Hugo a voulu être un notable. Bien sûr. Avant vouloir être l'exilé absolu, il a voulu être le notable. Il a failli être ministre de Napoléon III. Il était prêt à beaucoup de compromissions. Pour y aller. Et donc, voilà, bon, donc il y avait ça qui m'a bloqué. Puis de temps en temps, un jour j'ai lu quand même, je me suis dit, tiens, offre-toi donc comment ça s'appelle La Pléiade. Non, le livre, comment ça, Les Misérables. Les Misérables, pardon. Et Les Misérables, c'est quand même 2000 pages. Donc, oui, bien sûr. Donc, il faut les lire, mais bon, ça m'a passionné. L'écriture de ce type m'a passionné. Après, j'avais lu aussi des récits de voyage en Allemagne, le voyage du Rhin. Et puis, quelques textes dits marginaux, sont ces textes un peu philosophiques et lyriques des années 1860 et quelques en exil, qui sont des proses faramineuses. C'est un visionnaire, un illuminé, de même qu'il faisait tourner les tables. Oui. Alors quand les tables tournaient, c'est lui qui parle, évidemment. Bien sûr. Et quand les autres parlent, c'est encore lui. Parce que quand on lit tout le relevé des textes des tables, chaque fois, c'est du Victor Hugo. Même quand c'est son fils, même quand c'est son épouse, même quand c'est sa fille, même quand c'est le voisin. Je veux dire, il n'y a qu'Hugo qui parle. Mais c'est quelqu'un qui a quand même une autre idée de lui-même. Hein. Ah oui. Ouais, il s'était fait construire une chaise plus haute que celle des autres. Oui, moi j'ai lu ça, ça m'a beaucoup fait rire. Je m'en étais jamais rendu compte parce que cette chaise, elle existe encore. Enfin, oui, elle est à Guernesey. À Guernesey, parce que j'ai visité Guernesey, je ne me rappelais pas du tout de cet épisode et ça m'a fait beaucoup rire, effectivement. Il se met presque sur son trône, pour parler. Pour manger, sans qu'il n'était pas très grand, donc c'est un truc. Je n'ai pas pensé. Et donc, mais comment j'y suis venu, en fait, parce que je n'avais pas une énorme connaissance, une connaissance d'ivresse de quelques textes. Et si je peux me permettre, il y a quelque chose de très émouvant au début du livre, c'est justement quand tu vas sur la tombe de ton frère et que tu te récites ces vers qu'on connaît de Mandelo, Balleur, comme Blanchit la campagne. Et je trouve ce passage c'est vraiment très très émouvant et très beau et ce que tu traites. Ça fait partie des... Bon, Hugo, on l'a dit qu'il était compliqué avec tout, qu'il en faisait des tonnes, etc. Et en même temps, il pouvait d'une simplicité absolue, déconcertante. Et ce poème-là, qu'on a tous plus ou moins appris à l'école, mais a gardé une charge émotionnelle sidérante. Et moi, j'avais ça en tête, effectivement, comme j'allais tous les jeudis voir la tombe de mon frère, avec ma maman et ma sœur, et mon autre frère, et que vous voyez le passons, j'avais ça en tête. Mais pour aborder vraiment Hugo, il a fallu que... j'ai eu une proposition des journées de Chaminadour. Chaminadour, c'est à Guéret, dans la Creuse, qui publie chaque année un volume comme ça, consacré à un auteur. Ça s'appelle chaque fois les grands chemins. Donc il y a eu Grac, il y a eu Claude Simon, je ne sais plus qui il y a eu encore. C'était Virginia Woolf la dernière fois. Et donc l'avant-dernière fois, c'était Hugo sur les grands chemins de Victor. Donc il publie les actes, en fait, les interventions de chacun, même les entretiens. Parce que Michon, par exemple, n'apparaît que dans les entretiens. Là. C'est assez riche. Donc moi j'étais très fier. On m'invite au milieu d'un plateau de personnes internationalement reconnues. Je me suis dit, tiens, il fait bon vieillir. et puis on m'a proposé de faire une intervention sur les contemplations, le recueil de poèmes. J'ai dit oui parce que... Et puis dès que j'ai dit oui, j'ai dit non de chien. Donc j'avais un an devant moi. La tâche est immense. Et je me suis dit, et comme je ne sais pas faire les choses à moitié, j'ai relu. Ça, les contemplations, je l'avais trimballé quand j'étais jeune. C'est l'un des livres que j'avais lu de Hugo, parmi ses poèmes. Et du coup, je me suis mis à lire des biographies, celle de Mauroy d'ailleurs, qui est très belle. Je me suis mis à lire et Hugo.
Des tas de choses que j'avais pas lu, toutes ces proses philosophiques, j'en avais lu quelques-unes. J'avais pas lu Les Travailleurs de la mer, qui est un livre, pour moi, gigantesque, admirable. L'Homme qui rit, je l'avais lu. L'Homme qui rit, on n'en parle pas souvent. Non, on n'en parle pas. C'est un livre atroce. Atroce, ce personnage qui a été tailladé jusque-là, avec un sourire permanent dans sa tragédie. J'ai lu 93, j'ai lu Notre-Dame de Paris. Et ça marche encore, on connaît par cœur, mais Esmeralda. Et donc, j'ai lu Hugo, quoi. Et les voyages, bon, c'est les choses vues qui sont des extraits de notes intimes, où d'ailleurs Hugo, notant tout, absolument tout, notait aussi ses petites prouesses sexuelles. Donc voilà, avec un langage codé. Il a toujours dit qu'il était vierge pour sa nuit de noces, mais qu'il avait honoré madame 9 fois. Oui. Bon, je vais dire, Victor Hugo. Voilà. C'est pas... Hein. Ouais. Bon, et puis après, il a eu quand même... Bon, il a eu une vie amoureuse un peu plus... Enfin, très échevelée quand même, parce que, outre son amour vis-à-vis de sa maîtresse... Juliette Drouet. C'est Juliette Drouet. Juliette Drouet. Juliette Drouet, oui, elle a toujours vécu à côté de lui. Oui, oui. Et elle a tout sacrifié pour Hugo. Mais ça ne l'empêchait pas d'avoir des relations avec la cuisinière, la lingère, une bonne femme qui passe, une admiratrice, une jolie fille, une soubrette, enfin bon, moi. Et il note tout. Il note tout avec voilà, un langage lycéen, par exemple. Ça s'appelle les Suisses chez lui. Pourquoi les Suisses? Pourquoi les Suisses? Pourquoi pas des... Oui. Hein, bon. Donc c'est assez curieux. Donc j'ai lu tout Hugo à peu près, et j'ai relu quelques critiques sévères qui étaient assez justes. Le texte du gendre de Karl Marx, La Fague. La Fague. Qui est quand même un pamphlet virulent mais juste, qui déboulonne la statue de Victor Hugo comme au fond roi des bourgeois, quoi. Ce que voulait être Hugo. Bon. Mais comme je dis à un moment, il y a bourgeois et bourgeois, et pourtant c'est moi qui le dis. Oui, oui, bien sûr, oui. Ça m'a beaucoup surpris. Oui, non, mais... Oui, en même temps, c'est effectivement c'est l'ambiguïté de ce personnage de Victor Hugo qui fait que on peut lui... Bon, à un autre moment du livre, j'évoque par exemple quelque chose de... la fusillade du brûlé à la Ricamari. Ah oui, voilà, c'est ça. Alors moi, je ne savais pas du tout qu'il en avait parlé. Moi, je savais pas du tout qu'il en avait parlé. Deux fois, dans deux poèmes. Et ça a été un événement important. Oui, au bien sûr. 19e siècle, la fusillade du brûlé. Quand même, il y a eu pas mal de morts. Il y a eu un bébé tué à la baïonnette. Enfin, bon, ça a été une atrocité. Au nom de l'ordre républicain. Bien sûr. L'ordre républicain, je ne veux pas revenir sur tous ceux qui font l'apologie de la commune maintenant, mais c'est eux qui donnaient les ordres. Bon, et donc, il en parle de manière poignante. Il parle de la mine de manière... Oui, il y a un... J'ai cité oui, le texte est magnifique. Sur la mine, c'est extraordinaire. Et comme quand j'ai débuté ma petite carrière d'enseignant, j'ai été nommé instituteur à la Ricamari. J'avais 21 ans. Et j'avais des gamins de la Ricamari. Ils étaient tous fils de mineurs ou petits-fils de mineurs. Moi, j'ai des mineurs dans la famille aussi. Donc, je les emmenais se promener vers le brûlé et je leur racontais le truc. Ça les étonnait. Bon, il y avait des gamins en limite de... Comment dire, aux franges de oui, voilà, tu parles d'un notamment. Ah, il y en avait un qui bon, il volait des vélos et il revendait par morceaux, etc. Bon, je le savais, mais je ne veux pas dénoncer un élève. Même un adulte, je ne l'aurais pas dénoncé. Alors, et surtout, j'avais un collègue qui était pêcheur à la ligne et qui pêchait à la mouche. Ça, oui. Et
pour faire les mouches, il lui dit, il faut prendre des plumes de coq dans le cou. Eh bien, l'élève, dès qu'il voyait un coq dans le secteur, dans un poulailler, etc., il allait prendre, il rapportait au maître, il disait, maître, je t'ai trouvé des plumes de coq, et c'était bien. Bon, c'est ça aussi l'enseignement. Mais bien sûr, oui. C'était bien. Donc voilà. Donc j'ai travaillé pendant 1 an, ouais, une bonne année, pour rédiger le début du texte, et puis après, une fois que j'ai eu rédigé le début, enfin ce que je devais lire à Guéret, là, pour Chamois d'Adour, j'avais tellement accumulé de trucs, puis le goût m'était venu. Oui. Donc j'ai continué pour écrire quelque chose d'un peu plus complet. Alors moi, il y a quelque chose que j'ai trouvé très beau aussi. Tu sais, tu as parlé tout à l'heure des voyages. Tu as parlé des voyages, tu dis qu'il a parlé beaucoup aussi de voyages, notamment dans le sud, l'Italie, l'Espagne, mais en même temps, ce n'est pas vraiment ça que tu trouves le plus remarquable, ni même ce qu'il a peut-être le plus, pas forcément peut-être le plus marqué, mais en tout cas, tu dis que finalement, c'est dans l'expression des paysages plus du nord qu'il a véritablement une plume pour décrire ça. Et je trouve qu'il y a un passage, alors je ne sais pas si tu le diras tout à l'heure, mais en tout cas, qui est très beau dans le livre pour dire aussi la communauté qu'il y a entre toi et lui pour ces paysages-là. Et ça, c'est vraiment magnifique. Mais oui, parce que, bon, il a passé quelques années de son enfance en Espagne, parce que son père était nommé en Espagne, général, et aussi en Italie. Mais il dit au fond peu de choses. Peu de choses sur cette chose. Alors, il en dit plus après pour son voyage dans les Pyrénées, etc. Mais son talent s'exprime quand même son génie, là, dans les paysages des îles. Oui. Il lui faut du vent, il lui faut de la pluie. Alors, le soleil, c'est pas un type du Sud. Non, oui, c'est ça. On sent d'ailleurs, c'est pas son truc. Il lui faut la tempête, il faut que ça se déchaîne autour, quoi, vraiment. Il s'apaisera plus tard, quoi. Et moi j'aimais bien les espaces un peu balayés par les vents comme ça, les landes. Les Landes. Les Landes du Nord, mais les Landes même du Massif central. Ces pays de bruyère, un peu désolés, d'une tristesse, qu'on retrouve d'ailleurs dans son œuvre peinte. Parce qu'on oublie aussi, oui, bien sûr, on oublie le peintre, le dessinateur extraordinaire, halluciné aussi. Les châteaux hallucinés qu'il dessine, les cieux immensément tachés de brume, c'est extraordinaire. Oui, c'est un très grand peintre. Et alors, ce que j'ai découvert aussi dans le livre, parce que moi non plus, je ne connais pas beaucoup Victor Hugo, et en tout cas, ce que j'en connais, c'est assez mince, mais du coup, ça me donne ton livre m'a donné vraiment le goût aussi d'aller lire Victor Hugo, parce que j'ai peu lu Victor Hugo. Et en fait, je me disais, mais en fait, ce qui a fait sa destinée, c'est le coup d'État du 2 décembre 1851, quand Napoléon décide de devenir empereur et fait fi de la République. Et puis lui, c'est le pari qu'il fait. Et c'est le pari qu'il fait, oui. Parce qu'au départ, au début, il soutient Louis-Napoléon Bonaparte. Il est l'un de ses soutiens. Bon, en plus, il a été Louis-Philippard à un moment. Oui, parce il était dans les salons avec Louis-Philippe. Bon, il avait la quarantaine grassouillette, des subsides qui tombaient, des réussites au théâtre, des maîtresses. La gloire. Il était pair de France, oui. Député, il allait faire des discours magnifiques. Et puis, donc, il a soutenu au départ le prince-président. Le prince-président, oui. Et puis, il a été un peu critique, après, il s'est développé une critique. Alors, c'est pas sûr, c'est pas prouvé, etc. Il était quand même pressenti pour avoir un poste de ministre. Ça n'a pas pu se faire. Alors, je ne sais pas s'il n'en a pas gardé une dent. Une dent contre... Et quand il y a eu le coup d'État, bon, il a dit, bon, la liberté est exilée, Victor Hugo aussi, quoi. Donc, et il a incarné l'exil, à tel point que quand il y a eu la première amnistie des exilés, qu'on leur a dit vous pouvez rentrer, c'est dans les années 1860 et quelques, il a refusé. Il a dit non, tant que l'autre est là. Et donc il a incarné sur son rocher, là-bas derrière, on le voit, il est sur le rocher. Il y a des photographies où il est là.
Ah oui, très poseur. Pose, et il est en conversation avec Dieu directement, il avait une ligne directe. Et donc, il, il s'est installé dans cette espèce d'image d'un commandeur de la liberté, inébranlable, inattaquable, etc. Et il est revenu à la chute de l'Empire. Et il a vécu la commune avec les restrictions. D'abord l'occupation par les Prussiens, etc. Il a vécu la commune, alors il n'était pas tout à fait d'accord non plus avec les communards, mais il a été pour leur amnistie, et c'est l'un des très très rares à vouloir avoir réclamé l'amnistie des communards, en disant que les Versaillais avaient quand même tué beaucoup plus de gens, quoi. Et bon, c'est là qu'il devient aussi, qu'il incarne. Et c'est là aussi on veut le récupérer comme républicain moins saignant. Oui, bien sûr, on essaye d'en faire un modéré. Enfin, un modéré. Alors ce qu'il était aussi. Ce qu'il était aussi, parce que c'est un défenseur de la propriété. Ouais. Donc ça, c'est son truc. C'est un type qui a souffert un peu de... Bon, pas un pauvre au départ, mais un peu de manque. Un manque d'argent, peut-être même de position sociale entre son père, général d'Empire, mais un peu... Déclassé. Ouais, un peu de guingouin, comme ça. Sa mère, plus ou moins maîtresse d'un Vendéen, enfin bon, très... Bon, alors, jeune, il disait, hein, je vais être Chateaubriand ou rien. Bon, il a été Victor Hugo, ce qui est pas mal. C'est pas mal, hein. Et donc, oui, il a développé une espèce d'attitude comme ça, très ambiguë, quoi, tout au long de sa vie. Et il était donc d'origine un peu modeste, et il a toujours dit qu'il ne fallait pas qu'il manque. Je crois qu'il utilisait le terme, il ne faut pas manquer. Et c'est le moteur, donc, finalement. Donc, il a été d'une exigence absolue pour ses contrats avec les éditeurs, mais il leur a fait cracher, mais aucun éditeur cracherait ça de nos jours. Mais des sommes fabuleuses, mais il vendait aussi. Hein. Oui, bien sûr. Et lui-même organisait, quand il était à Guernesey, ses bouquins paraissaient, il passait donc en France ou en Belgique plutôt, et il organisait le transfert pour alimenter les bonnes feuilles, etc. Oui. Ah oui, oui. Le sens du commerce. Ah oui. Et il refusait les dépenses, parce qu'il ne fallait pas manquer, etc. Cela dit, la maison qu'il s'était fait arranger à Guernesey. Oui, Hauteville House, c'était... Oui, avec cette espèce de pigeonnier en haut par lequel il pouvait voir jusqu'en bas l'entrée des personnes et pouvoir descendre ou pas, c'est en fonction de... Et en plus, il y avait une verrière Oui, voilà, c'est ça. Il pouvait se montrer dénudé à sa maîtresse qui habitait la maison. Oui, qui habitait la maison, Juliette Brouel habitait en... En temps, il montrait son torse d'athlète. Oui, c'était... C'est insupportable et magnifique. Et pourtant, voilà, c'est magnifique. Ouais. Alors, moi, je me demandais, parce que le temps tourne, mais si tu... Je me demandais quand je te disais, finalement, qu'est-ce que tu garderais, toi? Quel est le Hugo que tu préfères? Aussi bien sur le... Peut-être pas sur le plan, enfin sur le plan politique aussi, mais sur le plan aussi de la littérature. Est-ce qu'il y a des choses qui maintenant, en les relisant, puisque tu les as relues, est-ce qu'il y a des choses qui sont moins intéressantes ou pour lesquelles, finalement, ça vieillit ou ça... Rien n'est inintéressant. Rien n'est inintéressant. Il y a des choses qui ont vieilli, etc. Mais moi, j'ai un fait pour les proses des années 1860. Le Promontoire du songe, par exemple, ou toute la préface qu'il a faite aux traductions de Shakespeare par son fils. Donc ça donne une préface, Hugo, il commence une préface, il fait 400 pages. Donc il y a un volume, William Shakespeare, qui est un chef-d'œuvre. Ah oui? Ah oui, c'est un chef-d'œuvre de littérature, de trucs. Puis il est à son aise, il se confronte. Et il se met sur. Il se met à hauteur. Voilà, où il met Shakespeare à sa hauteur. Oui, plutôt, c'est le dansant. Et non, c'est vraiment un très très beau livre. Bon, des textes comme Les Promontoires du songe, où à partir d'une vision sur une lunette astronomique, voit la Lune, il commence à imaginer. Et donc, il met en rapport le rêve
le songe, la rêverie et la réalité et l'imaginaire, on est en plein... On a Freud, on a Breton. Oui, oui, parce que là, c'est ça aussi ce que tu dis dans le livre, c'est que finalement, oui, comme tu dis, et qui est très intéressant, c'est que pour toi et pour d'autres aussi, mais c'est aussi le précurseur de beaucoup de choses. Il est en avance sur son temps, il a cette vision dont il fait montre dans beaucoup de ses livres d'ailleurs. Et là, ça n'a pas vieilli. Plus, bon, moi j'ai faiblesse pour aussi les travailleurs de la mer. Même s'il y a des passages qui peuvent sembler ahurissants, quoi. Mais j'aime bien ce côté. C'est un côté trop finalement. Ce côté trop, tu dis bon arrête Victor. Oui, oui, t'en fais, voilà. Ouais, t'en fais trop, mais on aime ça. Ouais, voilà. Et donc il y a ça. Et puis dans les poèmes, il y a des choses. Si on pense à un poème comme j'ai plus de tête, hein. Là je commence à faire des ravages. Beaux endormis. Beaux endormis, oui. C'est un poème hallucinant. Je veux dire, à la fin, où il dit qu'il se demandait quel dieu, quel moissonneur de l'éternel été avait, en s'en allant, négligemment jeté cette faucille d'or dans le champ des étoiles. Oui. Oui, oui. Hein, alignez-vous, là, les poètes à la con. Non, mais c'est vrai. Oui. Maintenant, tout le monde s'autoproclame poète aussi. Oui, oui, bien sûr. Doucement, les basses. Ouais. Hein? Bon, je suis un peu... Non, je m'énerve parce qu'on est en plein... Je sais pas, on est en plein printemps. Après. En plein printemps, oui, oui, en pleine montée de sève, donc il ne faut pas s'énerver. Mais c'est vrai aussi que quand on lit Victor Hugo, et puis quand on te lit, toi, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses en miroir, à la fois dans ton écriture, puis dans celle de Hugo, parce que c'est des écritures aussi très riches, où voilà, il y a un travail sur la syntaxe, sur les mots, sur... voilà, en plus, je vais dire, c'est presque parfois le contraire de notre époque. Et donc aussi, c'est peut-être ça aussi, enfin, qui fait qu'on, du coup, quand on est lecteur, on a envie d'aller là, parce que finalement, cette écriture parfois un peu sèche, un peu truc, et voilà. Ouais, moi, c'est ce que je me suis répété depuis des années. Oh, mais je ne suis pas le seul. Hein. Oui, non, bien sûr. Mais que, bon, quand je vois, parfois, on fait la louange de trucs, je vais voir. Moi, des choses qui me tombent des mains, il n'y a pas d'écriture. Ouais. Quand c'est pas écrit, moi, ça me tombe des mains. Ouais. C'est simple. Alors, c'est des trucs, voilà, bon, avec un peu de cul de temps en temps, ça fait mieux. Hein. Mais c'est grotesque, quoi. De toute façon, il n'y a qu'à voir le nombre de poètes, poétesses, entre énormes guillemets, qui font ce qu'on appelle des performances. Des performances, oui. Ils font des performances, c'est-à-dire ils gigotent sur une scène. Ouais. En débitant des trucs que même enfin, du niveau de Bigard, quoi. Non, mais c'est vrai. Si, mais c'est d'une bêtise, d'une vulgarité hontée, et on trépigne, et on saute, etc. Et ils appellent ça des performances. Ouais. J'aurais bien voulu voir une performance par le Père Hugo. Hein. Ouais. Et ça m'énerve parce que c'est de l'arnaque, c'est du toc. Après, ils disent oui, mais nous, on est branchés sur les trucs, sur les réseaux sociaux, on fait du slam, la poésie du réel. On fait du rap, etc. Oui, mais c'est bien. Je sais pas que je suis pas contre. Moi, je suis le roi du. Moi, j'ai toujours aimé le rock'n'roll, etc. Ouais. Mais si c'est rapper des conneries, ça reste des conneries. Mm-hmm. Donc voilà. Et puis voilà, bon, c'est bien, c'est une bonne formule. Non, mais pour en revenir, excusez-moi, mais pour l'écriture, oui. Moi, j'ai cette exigence-là, et c'est vrai qu'elle peut passer pour quelque chose qui n'est plus de notre époque. Mmh. Mais moi, c'est essentiel pour moi, et je me suis toujours dit, répété, toujours dit, je suis d'un milieu pauvre, humble. Et la pauvreté, ça commence aussi avec la pauvreté du langage. Et quand on est exclu du langage et qu'on n'a pas la possibilité de s'exprimer, on n'a plus que la violence. Donc si c'est ce qu'ils veulent, que les gens n'aient plus de possibilité de s'exprimer et qu'ils se tapent sur la gueule, qu'ils continuent. C'est ça qui est affreux. Parce que moi, j'ai vécu ça physiquement, d'être privé de langage, d'avoir de commettre des erreurs, des fautes grammaticales. Mais ça me déchirait le ventre.
Et parce que c'est une vraie expropriation de tout un univers qui permet de changer au moins sa petite vie à cette condition. Et quand je vois que des gens qui font l'apologie du rien du tout et traitent de réactionnaires ceux qui veulent parler, etc., les réacs, c'est eux. Ils veulent que les pauvres soient encore plus pauvres. Et les renvoyer à leurs conditions. Et les renvoyer à leurs conditions, et que ça ne bouge pas, reste dans ton ghetto. Ouais. Et... En tout cas, quand on te lit, moi je suis toujours fasciné parce que je me dis, j'apprends 50 000 choses et ce soit je me disais mais c'est incroyable parce que je regardais, je me disais mais t'en as combien? Parce que je vais regarder, alors moi puis c'est vrai que tu es un homme de culture, donc du coup c'est aussi ça qui est intéressant quand on te lit, c'est que ah oui, on apprend tellement de choses. Un livre de 80 pages, c'est incroyable le nombre de choses que l'on apprend. C'est des retours sur la mythologie, c'est du vocabulaire, c'est des ponts tracés entre les auteurs. Oui, comme je disais, c'est de l'histoire littéraire, mais c'est de l'histoire tout court, c'est de la littérature, c'est de la littérature en mouvement quand on te lit. Et c'est prodigieux. Et en même temps, tu ne lâches jamais ton lecteur. Je veux dire, c'est pas non plus, c'est jamais universitaire, c'est pas non plus, ça reste toujours. Je crois que je me suis trouvé un jour une manière, que je parle de Rousseau, de Proust, oui, parce que etc. J'opère toujours un peu de la même manière. C'est-à-dire, je mêle tout un pan autobiographique. Oui. Je ne sais pas faire autrement. Sinon, je vais écrire une rédaction. Ou un truc universitaire. Et ça, j'ai aucune envie. Moi, je ne crache pas dessus. Je lis des thèses, oui, c'est nécessaire. Mais moi, ça m'ennuierait de l'écrire. Parce que, voilà, petit 1, petit 2, etc. Non, moi, il faut que je parte tout en cherchant en même temps. En même temps, donc, j'accumule des notes, et je rebrasse tout ça. Et il faut qu'il y ait ce mouvement-là. Et parce que la langue, c'est aussi quelque chose, c'est un rapport physique au langage. Et donc c'est cet investissement-là qui me plaît. Donc le côté d'aborder de manière autobiographique des auteurs, bon, pas grand monde le fait d'ailleurs. Oui, il n'y a pas grand monde. Et donc j'ai vu qu'il y en a qui s'y mettaient et qui disaient oui, j'ai inventé un truc, c'est sympa les gars. Et puis, mais ça donne peut-être une couleur assez particulière. Une coloration, oui, très particulière. En tout cas, moi, voilà, encore une fois, ce que je me dis, c'est que quand voilà, tu as lu tout Victor Hugo, tu arrives à en tirer comme ça, un livre de 80 pages. D'ailleurs, je me disais, mais comment il a fait pour arriver de la somme que représente l'œuvre de Victor pour arriver. Et en même temps, voilà, on apprend une foule de choses et de l'envie d'aller à la fois lire Victor Hugo et puis de te lire toi. Donc voilà, c'est ça qui est. C'est bien. Tu gagnes sur les deux tableaux. Alors. Voilà. Peut-être ce qui serait bien, c'est qu'on t'entende maintenant lire. Je boire un tout petit peu. Boire un petit peu, et puis je le rappelle, donc c'est Victor Hugo, bien sûr, c'est Lionel Bourg, au Réalgard, le Réalgard, donc maison d'édition stéphanoise, mais aussi qu'on a aussi à la bibliothèque, et puis que vous pouvez vous procurer dans les librairies, et notamment les librairies de Paris, puisque le Réalgard est en bonne position. Eh ben, je vais vous lire le début. Oui. Un début qui parle. Oh ben, je ne vais pas lire très longtemps. L'enfant où, si vous voulez que je m'en aille, pourquoi passez-vous par ici? L'adolescent qu'il m'arrive d'être encore sous le masque un brin grimaçant de l'âge n'eut qu'une connaissance distante de Victor Hugo. Roulement de tambour apprit tant bien que mal et qui, Waterloo, 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 morne pleine, martelait la progression déjà cinématographique de la garde impériale, armée d'anges, de démons, de monstres et de ghouls accrochés au ciel, que le poète badigeonnait d'encre et de mixtures brunâtres, bossu, zigane, forçat qui longtemps se contenta d'avoir pour lui la gueule de Jean Gabin, tandis que, revers de la médaille, Bourville suait la plus fourbe abjection, cataractes, cymbales, trompettes et mystiches, piétinant la boue comme l'avaient malaxé jadis les pachydermes conduits par les généraux de Carthage, marches funèbres, sistres, corps de chasse, rien ne manquait. Au vacarme escortant le père de France, une brise inattendue, une larme où le souffle court,
quelques lentes caresses au sein du poème, déposant toutefois sur la tombe de Léopoldine un bouquet de houverts et de bruyères en fleurs. Il n'avait jamais entendu, jamais lu ni reçu en partage de plus belles paroles. C'était doux, c'était tendre, si déchirant que, cheminant chaque jeudi sur la route du cimetière, laquelle longeait la voie ferrée, avant de l'enjamber et de laisser derrière elle, noire, croûtée de suie, les murs des acéries où son père travaillait, des trains de marchandises hoquetaient sur les rails, ou des locomotives, rescapées de la Seconde Guerre mondiale, des convois de wagons-citernes, des Michelines, il murmurait les alexandrins copiés en classe dans son cahier de poésie. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, tristes, et le jour, pour moi, sera comme la nuit, les récitant en guise de prière, sitôt que, face à la dalle gravée du nom de son frère, sa mère séchait les pleurs qu'elle n'avait su contenir. De plaintes en rebuffades, Hugo, discret d'abord, ne l'abandonna plus. Ce diable d'aïeul, moitié Père Noël, moitié Père Fouettard, surgissant sous les innovations, sous les extravagances des poètes Rimbaud, Lautréamont, Sandrars, Apollinaire, que le lycéen fréquentait désormais. N'empêche, nul mieux que lui n'avait identifié la nuit. Nul n'avait plus fiévreusement, plus sensuellement codifié les mirages et les fumées, les fantasmagories, quitte à faire en catimini sourire les esthètes, incapables de savourer l'audace du maître que, gourmandant à cause ou en dépit de la disette parisienne de 1871, la capricieuse Judith Gautier. Oui, Judith Gautier qui fait partie d'ailleurs de ses maîtresses. Oui, oui. Bon. Donc il l'avait invité à manger. Si vous étiez venu, ô belle que j'admire, je vous aurais offert un dîner sans rival, j'aurais tué Pégase et je l'aurais fait cuire afin de vous offrir une aile de cheval. Faut l'oser quand même. Nul n'avait charrié pareille merveille, dépecé autant de dépouilles, livré au brasier de si frénétiques fagots d'apostrophes et d'aveux, de rage, de regrets, d'illumination ou de folle arrogance. On le jugea vulgaire, fustigea sa conception triviale de la littérature. La riposte fusa qui vaut son pesant d'insolence. Le bon goût est une précaution prise par le bon ordre. Les écrivains sobres sont le pendant des électeurs sages. L'inspiration est suspecte de liberté. La poésie est un peu extralégale. Bon. Ouais. Et Victor, qu'il ne fallait ni mettre en rogne, ni trop taquiner aux entournures, un poème de 1859, chargeait sabre au clair la troupe des Jammes jésuites, le preux chevalier du lyrisme, pourfendant avec la vigueur d'un Bonaparte au pont d'Arcole, cet art pour qui l'idéal, le style, l'homme, les bois, les oiseaux ont pour but de rendre utile une paire de ciseaux. Les conséquences à l'avenant, Victor donc, de dénoncer dans son William Shakespeare les discours des laquais, gagés par la presse, confrères, critiques, feuilletonistes, charognards, pudibonds, paldoquets, doctrinaires, sacristains et émules de Boileau, revêtant leurs frusques de concierges, dévots, valets, chiens de garde, qu'attirent à l'évidence déchets et vomissures. Bon appétit, messieurs. On croit au retour de Ruy Blas ou, flamboyant, de Don César, l'aristocrate du ruisseau, préfigurant le Cyrano qui brûlerait les planches 6 décennies plus tard. Que n'ai-je, à 16, à 17 ans, moins superficiellement sondé l'univers de l'incorrigible conducteur d'hippogriffes et de grands loups moroses. Certaines diatribes des contemplations m'eussent comblé, quand fagoté comme l'as de pique, la tignasse en bataille, je comparaissais devant les jurés du conseil de discipline et qu'un préfet d'internat,
juché sur les talons disproportionnés de ses chaussures, jouait de sa ressemblance avec Luis Mariano pour camper les Fouquier-Tinville d'opérette. J'aurais tout balancé d'une traite. Marchand de grec, marchand de latin, cuistre, dogue, philistin, magistère, je vous hais, pédagogue, car dans votre aplomb grave, infaillible, hébété, vous niez l'idéal, la grâce et la beauté, car vos textes, vos lois, vos règles sont fossiles, car avec l'air profond, vous êtes imbéciles, car vous enseignez tout et vous ignorez tout, car vous êtes mauvais et méchant, mon sang, boue. Piaffant, galopant, ivre de colère et m'épanchant soudain au cancre, qui mettez une soutane au dieu de l'éther irrité, un béguin à Diane, et qui, de vos tricornes, coiffez sinistrement les Olympiens mornes, eunuques, tourmenteurs, crétins, soyez maudits. C'est bien qu'après avoir débité cet à propos d'Horace, que taisait l'Emmanuel du meilleur cru, j'aurais, parmi les jonquilles d'une campagne indulgente, rejoint, une fois le verdict tombé, 3 jours d'exclusion, la Martine ou la Josette, la Monique ou la Jacqueline qui, boudeuse, m'avait, comme il se doit la veille, octroyé un prudent rendez-vous. On me pardonnera ces détours. Lire, relire, les contemplations, les évoquer ou puisant dans sa mémoire, tenter de répercuter l'écho d'une source inaltérable n'est pas si mince affaire. Hugo ne se contente pas d'être un auteur colossal. Il brame, geint, chante, s'indigne, déferle, vide sur la table le sac de ses innombrables métaphores, proteste, ressasse à longueur de temps ses obsessions et si, mieux qu'un autre, il incarne à nos yeux la poésie, c'est que, chez lui, la tension fusionnelle des mots ne distingue pas plus maintenant qu'hier l'œuvre faite du geste qui toujours l'accomplit. Lieu, sujet, objet, circonstances abolies en une identique résurgence, églogues ou dithyrambes échappent à ce stade aux 1001 choses trappes de la rhétorique, toute prouesse lexicale, toute rodomontade cédant la préséance aux noces des contraires. Le ton, l'allure dès lors qui frémissent mais ne tremblent pas, participent de l'inexorable. Autrefois, aujourd'hui, la mort coupe le livre à la hache. Elle n'en est que plus bleue. L'expression saisissante chatoie sous la plume du barde, les quatrains poignants de 3 ans après. As-tu pensé qu'une âme tendre s'ouvre à toi pour se mieux fermer que ceux qui veulent comprendre finissent par ne plus aimer, plutôt que de lever tes voiles et de chercher, cœur triste et pur, à te voir au fond des étoiles, ô Dieu sombre d'un monde obscur, juste, aimer mieux loin de ta face, suivre heureux un étroit chemin et n'être qu'un homme qui passe, tenant son enfant par la main. Et les rimes de Avilquier ou de Veni, Vidi, Vici, se délivrant peut-être de leur souffrance, espérer, 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 misérable, pas de deuil infini, pas de mots incurables, dans la houle rédemptrice de ce que dit la bouche d'ombre. Résumé, condensé, privilégier tel ou tel aspect, consulter les spécialistes de la manipulation discursive, la plasticité énonciative, c'est pas des inventions personnelles, hein, j'ai lu ça dans des livres. À quoi bon? La légèreté des amours enfantines côtoie les hallucinations, ou la gravité du prophète, de sorte que tout parle, et que j'ai cueilli cette fleur pour toi sur la colline, respirer, humer un parfum, scruter l'espace, ou descendre en songeant au gouffre universel, consiste à pressentir le fourmillement de mondes prétendus chimériques. Hugo l'affirme, la vaste anxiété de ce qui peut être, telle est la perpétuelle obsession du poète. Ce qui peut être dans la nature, ce qui peut être dans la destinée, prodigieuse nuit, assène-t-il ensuite la conclusion stupéfiante, traçant à frais nouveaux la perspective, le soir, au crépuscule, du haut d'une falaise à l'approche refroidissante de la marée qui monte, l'œil égaré dans tous les plis de l'obéissance au vent, en bas l'onde, en haut la nuée, le fouet de l'écume dans le visage,
pendant que les goélands effarouchés par les ouvertures des vagues battent de l'aile, pendant que les flots accourent pleins du hurlement étouffé des naufrages, regardez l'océan, qu'est-ce auprès de ceci? Regardez le possible. Extraordinaire. Il y avait du défi, de l'amour sans doute, du désir autant qu'une rare espérance enlacée à ces phrases, l'extraordinaire post-scriptum de ma vie dont elles sont extraites, s'achevant sur la promesse de l'immense bien qui nous attend, la mort. Hugo ne se trahirait plus, livre d'un mort justement. Les pages des contemplations antérieures n'avaient pas souillé le miroir. Ceux qui s'y pencheront retrouveront leur propre image dans cette eau profonde et triste, qu'il s'était plus mélancoliquement à polir, aucune diversion, aucun rappel des baisers volés aux lèvres d'une Lise ou d'une Rose, ne parvenant à le soustraire au mystère du cercueil et du berceau. Proscrit, debout sur un rivage où sa silhouette épouse celle des personnages qu'aima représenter Gaspard David Friedrich, il note toutes les impressions, tous les souvenirs, toutes les réalités, tous les fantômes vagues qu'il mêle dans la même buée sombre. L'exil étant depuis le 11 décembre 1851, le 5 août 1852 de manière insulaire, son unique demeure. Oui, je précise sur les îles parce qu'il était à Bruxelles. À cet égard, le touriste aguiché par les illustrations du guide Michelin n'a d'habitude qu'une idée partielle des paysages de Jersey et de Guernesey. L'archipel de la Manche, texte rébarbatif selon leurs critères, n'est pas recommandé par les agences de voyage. Un zeste de romantisme aidant, ce touriste, à peine accoudé au bastingage du ferry de Saint-Malo, se figurerait néanmoins volontiers des fragments d'armoriques où, chus en haute mer, des caillots d'astres et des promontoires indécis, une Irlande, une Écosse digne de Walter Scott ou de Charles Nodier, des ossuaires hérissés de gibets et de rochers battus par les éléments des chaumes, des landes que les bourrasques balaient sans répit, des arbustes glabres, des maisons tapies dans des enclos, rincés par les pluies interminables d'un automne qui ne succéderait pas à l'été, ne devancerait pas l'hiver, des cottages ceints de buissons et de frêles hortensias ou de rhododendrons piqués de rouille, des vestiges enfin, cyclopéens, cromlech, dolmens, menhirs, manoirs médiévaux que l'on atteindrait en empruntant les rudes sentiers entrecroisés au plat de cette paume ou de cette grande table d'ombre posée sur des jambages de nuées et entourée de blocs de brume que décrivent les travailleurs de la mer. Ce serait se méprendre. Fertile, jardiner, les îles anglo-normandes bénéficient d'une douceur que l'on ne soupçonne pas, le caractère sauvage des côtes exposées à la vindicte océane s'atténuant lorsque l'on flâne par les pâturages ou marche sur le sable des grèves. Magnolia, myrte, daphné, laurier rose, fuchsia, murailles de géranium, orange et citron, s'enthousiasme l'Ulysse de Saint-Pierre-Port, la Manche, vague, courte et violente, s'apparentant à une périlleuse Méditerranée. Caraïbes, Scylla, Buru, Lesbos, Hermes, Serque, le grand et le petit Ruau, Cyclades, Channel, Highland, Ithaque, l'Harmonie, la Chicane, la Grèce et ces morceaux de France tombés dans la mer ne se conjuguent-ils pas? L'asile ainsi, où, jeune, pauvre, obscur, sans patrie, Chateaubriand avait poussé sa barque, ne fut pas pour Hugo le bagne des condamnés à la relégation, ne cachant ni la satisfaction, ni la fierté d'être l'un des réfractaires astreints à promener dans ces rochers leur rêverie d'hommes qui attendent. Il ne l'associe pas à l'aurore des pontons étouffants qu'il déplore, mais poissé d'embrun, y calfeutre le havre d'un incontrôlable oiseau migrateur. On n'écrit pas les contemplations dans un cul de basse-fosse. Un poète a écrit « Le paradis perdu ». Un autre poète a écrit « Les ténèbres ». Entre Éden et les ténèbres, il y a le monde. Entre le commencement et la fin,
il y a la vie. Entre le premier homme et le dernier homme, il y a l'homme. L'homme existe de deux façons, selon la société et selon la nature. La société y met l'action, la nature y met la rêverie. De la passion combinée avec l'action, c'est-à-dire de la vie dans le présent et de l'histoire dans le passé, naît le drame. De la passion mêlée à la rêverie naît la poésie proprement dite. Du reste, il y a du drame dans la poésie et il y a de la poésie dans le drame. Le drame et la poésie se pénètrent comme toutes les facultés dans l'homme, comme tous les rayonnements dans l'univers. L'action a des moments de rêverie. Nul ne se dérobe dans ce monde au ciel bleu, aux arbres verts, à la nuit sombre, au bruit du vent, au chant des oiseaux. Aucune créature ne peut s'abstraire de la création. De son côté, la rêverie a des minutes d'action. Tout se tient. Tout est complet, tout s'accouple et se féconde par l'accouplement. La société se meut dans la nature enveloppe la société. L'un des deux yeux du poète est pour l'humanité, l'autre pour la nature. Le premier de ses yeux s'appelle l'observation, le second s'appelle l'imagination. L'humble et grave artiste doit avoir le droit d'expliquer l'art, tête nue et l'œil baissé. Si obscur et si insuffisant qu'il soit, on ne peut lui interdire. Toute son enfance, à lui, poète, n'a été qu'une longue rêverie mêlée d'études exactes. C'est cette enfance qui a fait son esprit ce qu'il est. Il n'y a d'ailleurs aucune incompatibilité entre l'exact et le poétique. La musique touche à la poésie. L'esprit de l'homme a trois clés qui ouvrent tout. Le chiffre, la lettre, la note. Savoir, penser, rêver. Tout est là. Courage. Dans l'ombre et l'écume, le but apparaîtra bientôt. Le genre humain dans une brume, c'est l'énigme, et non pas le mot. Assez de nuits et de tempêtes à passer sur vos fronts penchés. Levez les yeux, levez la tête. La lumière est là-haut. Marchez. Dans le cimetière de... La foule des vivants rit et suit sa folie, tantôt pour son plaisir, tantôt pour son tourment. Mais par les morts muets, par les morts qu'on oublie, moi, rêveur, je me sens regarder fixement. Ils savent l'attitude attentive et penchée que j'ai parmi les buis, les fosses et les croix. Ils m'entendent marcher sur la feuille séchée. Ils m'ont vu contempler des ombres dans les bois,
Oubliés des vivants, la nature leur reste. Dans le jardin des morts où nous dormirons tous, l'aube jette un regard plus calme et plus céleste. Le lit semble plus pur, l'oiseau semble plus doux. Là, je rêve. Et rôdant dans le champ léthargique, je vois, avec des yeux dans ma pensée ouverts, se transformer mon âme en un monde magique, miroir mystérieux du visible univers. L'humanité se lève. Elle chancelle encore, et le front baigné d'ombre, elle va vers l'aurore. Tout homme sur la terre a deux faces, le bien et le mal. Blâmer tout, c'est ne comprendre rien. Pour le siècle où l'on vit, comme on y souffre, hélas, on est toujours injuste et tout y paraît crime. Notre époque insultée a son côté sublime. J'ai vécu, j'ai souffert. Je juge et je m'apaise. Ou si parfois encore la colère mauvaise fait pencher dans mon âme avec son doigt vainqueur la balance où je pèse et le monde et mon cœur. Si n'ouvrant qu'un seul œil, je condamne et je blâme, avec quelques mots purs, vous, sainte et noble femme, vous ramenez ma voix qui s'irrite et s'aigrit au calme sur lequel j'ai posé mon esprit. Je sens sous vos rayons mes tempêtes se taire. Et vous faites pour l'homme incliné, triste, austère, ce que faisait jadis pour l'enfant doux et beau ma mère. Ce grand cœur qui dort dans le tombeau. Ce qui se passait aux Feuillantines, vers 1813. Enfants, beaux fronts naïfs penchés autour de moi, bouches aux dents d'émail disant toujours pourquoi. Vous qui, m'interrogeant sur plus d'un grand problème, voulez de chaque chose obscure pour moi-même connaître le vrai sens et le mot décisif, et qui touchez à tout dans mon esprit pensif, si bien que vous, partis enfants, souvent je passe des heures fort maussades à remettre à leur place au fond de mon cerveau mes plans, mes visions, mes sujets éternels de méditation, Dieu, l'homme, l'avenir, la raison, la démence, mes systèmes, tas sombres, échafaudage immense, dérangé tout à coup, sans tort de votre part, par une question d'enfant faite au hasard, puisqu'enfin vous voilà sondant mes destinées, et que vous me parlez de mes jeunes années, de mes premiers instincts, de mon premier espoir,
Écoutez, doux amis, qui voulez tout savoir. J'eus, dans ma blonde enfance, hélas trop éphémère, 3 maîtres, un jardin, un vieux prêtre et ma mère. Le jardin était grand, profond, mystérieux, fermé par de hauts murs au regard curieux, semé de fleurs s'ouvrant ainsi que des paupières, et d'insectes vermeils qui couraient sur les pierres, plein de bourdonnements et de confuses voix. Au milieu, presque un champ, dans le fond, presque un bois. Le prêtre, tout nourri de Tacite et d'Homère, était un doux vieillard. Ma mère était ma mère. Ainsi, je grandissais sous ce triple rayon. Un jour, oh, si Gautier me prêtait son crayon, lorsque cet homme entra, je jouais au jardin, et rien qu'en le voyant, je m'arrêtais soudain. Cet homme, chauve et noir, très effrayant pour moi, et dont ma mère aussi d'abord eut quelque effroi, tout en multipliant les humbles attitudes, apportait des avis et des sollicitudes, que l'enfant n'était pas dirigé, que parfois il emportait son livre en rêvant dans les bois, qu'il croisait au hasard dans cette solitude. Merde, on reprend. Putain, croisé. Cet homme, chauve et noir, très effrayant pour moi, et dont ma mère aussi d'abord eut quelque effroi, tout en multipliant les humbles attitudes, apportait des avis et des sollicitudes, que l'enfant n'était pas dirigé, que parfois il emportait son livre en rêvant dans les bois, qu'il croissait au hasard dans cette solitude, qu'on devait y songer, que la sévère étude était fille de l'ombre et des cloîtres profonds, qu'une lampe pendue à de sombres plafonds, qui de cent écoliers guide la plume agile, éclairait mieux Horace et Catulle et Virgile, et versait à l'esprit des rayons bien meilleurs que le soleil qui joue à travers l'arbre en fleurs. Et qu'enfin il fallait aux enfants, loin des mers, le joug, le dur travail et les larmes amères. Là-dessus, le collège, aimable et triomphant, avec un doux sourire, offrait au jeune enfant, ivre de liberté, d'air, de joie et de rose, ses bancs de chêne noir, ses longs dortoirs moroses, ces salles qu'on verrouille et qu'à tous leurs piliers sculpte avec un vieux clou l'ennui des écoliers. L'homme congédié, de ses discours frappé, ma mère demeura triste et préoccupée. Que faire? Que vouloir? Qui donc avait raison? Ou le morne collège, ou l'heureuse maison? Qui sait mieux de la vie accomplir l'œuvre austère? L'écolier turbulent ou l'enfant solitaire? Problème, question, elle hésitait beaucoup. L'affaire était bien grave. Humble femme après tout, âme par le destin, non par les livres faits, de quel front repoussait ce tragique prophète, au ton si magistral, au geste si certain, qui lui parlait au nom des Grecs et des Latins. Le prêtre était savant, sans doute. Mais que sais-je?
Apprend-on par le maître ou bien par le collège? Et puis enfin, souvent ainsi nous triomphons, l'homme le plus vulgaire a de grands mots profonds. Il est indispensable, il convient, il importe, qui trouble quelquefois la femme la plus forte. Pauvre mère, lequel choisir des deux chemins? Tout le sort de son fils se pesait dans ses mains. Tremblante, elle tenait cette lourde balance et croyait bien la voir, par moments en silence, penchée vers le collège. Hélas, en opposant mon bonheur à venir à mon bonheur présent. Elle songeait ainsi sans sommeil et sans trêve. C'était l'été. Vers l'heure où la lune se lève, par un de ces beaux soirs qui ressemblent au jour, avec moins de clarté, mais avec plus d'amour. Dans son parc, où jouaient le rayon et la brise, elle errait, toujours triste et toujours indécise, questionnant tout bas l'eau, le ciel, la forêt, écoutant au hasard les voix qu'elle entendrait. C'est dans ces moments-là, comme je vous le dis, que tout ce beau jardin, radieux paradis, tous ces vieux murs croulants, toutes ces jeunes roses, tous ces objets pensifs, toutes ces douces choses, parlèrent à ma mère avec l'onde et le vent, et lui dirent tout bas, « Laisse-nous cet enfant. Laisse-nous cet enfant, pauvre mère troublée. Cette prunelle ardente, ingénue, étoilée, cette tête au front pur qu'aucun deuil ne voit là. Cette âme neuve encore, mère, laisse-nous là. Ne va pas la jeter au hasard dans la foule. La foule est un torrent qui brise ce qu'il roule. » Ainsi que les oiseaux, les enfants ont leur peur. Laisse à notre air limpide, à nos moites vapeurs, à nos soupirs, légers comme l'aile d'un songe, cette bouche où jamais n'a passé le mensonge, ce sourire naïf que sa candeur défend. Ô mère au cœur profond, laisse-nous cet enfant. Nous ne lui donnerons que de bonnes pensées. Nous changerons en jours ses lueurs commencées. Ainsi parlait, à l'heure où la ville se tait, l'astre, la plante et l'arbre, et ma mère écoutait. Enfants, ont-ils tenu leurs promesses sacrées? Je ne sais. Mais je sais que ma mère adorait les crus. Et, m'épargnant d'ennuyeuses prisons, confia ma jeune âme à leurs douces leçons. Dès lors, en attendant la nuit, heure où l'étude rappelait ma pensée à sa grave attitude, tout le jour, libre, heureux, seul sous le firmament, je pus errer à l'aise dans ce jardin charmant, contemplant les fruits d'or, l'eau rapide ou stagnante, l'étoile épanouie et la fleur rayonnante, et les prés et les bois, que mon esprit, le soir, revoyait dans Virgile ainsi qu'en un miroir. Enfant, aimez les champs, les vallons, les fontaines, les chemins que le soir remplit de voix lointaines. La vie, avec le choc des passions contraires, vous attend.
Soyez bons, soyez vrais. Soyez frères. Unis contre le monde où l'esprit se corrompt, lisez au même livre en vous touchant du front, et n'oubliez jamais que l'âme humble et choisie est faite pour la lumière et pour la poésie. Gastibelza, l'homme à la carabine, chantait ainsi. Quelqu'un a-t-il connu Donia Sabine, quelqu'un d'ici? Dansez, chantez, villageois, la nuit gagne le mont Falou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Quelqu'un de vous a-t-il connu Sabine? Ma signora. Sa mère était la vieille Maugrabine d'Antequera, qui chaque nuit criait dans la tourmagne comme un hibou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Dansez, chantez, des biens que leur envoie, il faut user. Elle était jeune et son œil plein de joie faisait penser. À ce vieillard qu'un enfant t'accompagne, jetez un sou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Le roi disait, en la voyant si belle, à son neveu, pour un baiser, pour un sourire d'elle, pour un cheveu, infant Don Rui, je donnerai l'Espagne et le Pérou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Je ne sais pas si j'aimais cette dame, mais je sais bien que pour avoir un regard de son âme, moi, pauvre chien, j'aurais gaiement passé 10 ans au bagne sous le verrou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Un jour d'été où tout était lumière, vie et douceur, elle s'en vint jouer dans la rivière avec sa sœur. Je vis le pied de sa jeune compagne et son genou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Quand je voyais cet enfant, moi le pâtre de ce canton, je croyais voir la belle Cléopâtre qui, nous dit-on, menait César, empereur d'Allemagne, par le licou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Dansez, chantez, villageois, la nuit tombe. Sabine un jour a tout vendu, sa beauté de colombe et son amour, pour l'anneau d'or du comte de Saldagne, pour un bijou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Sur ce vieux banc, souffrez que je m'appuie, car je suis là. Avec ce comte, elle s'est donc enfuie, hélas, par le chemin qui va vers la Cerdagne. Je ne sais où. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Je la voyais passer de ma demeure et c'était tout. Mais à présent, je m'ennuie à toute heure. Plein de dégoût. Rêveur oisif, l'âme dans la campagne, la dague au clou, le vent qui vient à travers la montagne m'a rendu fou.